Ce qu'on sait aussi, et avec certitude, c'est que la réunion de Wilhelmsbad en 1782 avait un épilogue dans le genre des révélations désespérées du malheureux Monsieur le Roi. Le comte de Virieu, sur qui les illuministes avaient cru pouvoir compter, et qui avait fait partie de la délégation française, revenait terrifié du congrès, déclarait quitter la secte et disait au baron de Gillier « Je ne vous révélerai pas ce qui s'est passé. Ce que je puis seulement vous dire, c'est que tout ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration qui se trame est si bien tourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'église d'y échapper. » Et le comte de Virieu n'était pas le seul terrifié par ces assises et qui se retirait alors de la maçonnerie avec épouvante. D'autres faisaient comme lui, et le marquis Costa de Beauregard raconte, dans le roman d'un royaliste, la fin tragique d'un de ceux-là, du vicomte de Wahl. Ami des Virieux et de Rohan-Chabot, le vicomte de Wahl reçoit un jour une lettre à laquelle il se trouble, déclare qu'il s'agit d'un rendez-vous à Fontainebleau, s'y rend et s'y rencontre, en effet, avec des individus qu'on devine allemands à leur façon de parler, puis on déjeune, on part pour la forêt et personne n'en revient. Fatigué d'attendre, le cocher du vicomte, au bout de 4 jours, retourne seul à Paris. Et le chien d'un garde, quelques semaines plus tard, découvrait sous un tas de feuilles sèches dans un fossé dans la forêt un cadavre enveloppé dans un manteau. C'était celui de Monsieur de Wahl. Enfin, c'est également encore à cette époque que l'écrivain Cazotte, qui avait appartenu aux illuministes français, faisait un soir, dans un dîner, cette soi-disant prophétie dont la réalisation devait évidemment comporter une part de coïncidence, mais qui était aussi, avant tout, comme celle de Cagliostro, et sans aucun doute possible, de l'information anticipée. Il disait aux convives qui s'en amusaient beaucoup, 3 ou 4 ans avant 1789, « Vous, monsieur Bailly, et vous, monsieur de Malesherbes, vous mourrez sur l'échafaud. Vous, madame, on vous conduira en charrette, les mains liées derrière le dos, à la place des exécutions. » Mais, monsieur le prophète, répondait en riant la duchesse de Garmont. Ne me laissez-vous pas au moins un confesseur ? Non. Madame, non, lui répondait Cazotte. Énigmatique ? Non, vous n'en aurez pas. Et le dernier supplicié qui en aura un, ce sera le roi. Nous voici donc arrivés à la Révolution même, à cette série de journées tragiques que les historiens n'expliquent pas, mais que nous allons peut-être, à présent, voir s'expliquer à la lumière des loges. Quel est, en France et à Paris, à la veille même de 1789, l'état de la franc-maçonnerie ? Nous constatons ici un certain nombre de faits d'une importance capitale. Premier fait, la statistique même des loges en 1787, que nous fournit Baruel, et que voici. En France seulement, le tableau de la correspondance du grand maître, le duc Philippe d'Orléans, ne nous montre pas moins de 282 villes ayant chacune des loges régulières. Dans Paris, seulement, on en comptait 81, 16 à Lyon, 7 à Bordeaux, 5 à Nantes, 6 à Marseille, 10 à Montpellier, 10 à Toulouse, et le même tableau des correspondances. Imprimé pour l'usage des frères, nous montre, dirigés par le même grand maître, les loges de Chambéry en Savoie, de Locle en Suisse, de Bruxelles dans le Brabant, de Cologne en Liège, de Spa, etc., etc. Et toutes ces loges sont reliées les unes aux autres. Un seul mot d'ordre, lancé de Paris, est porté à toutes, où chaque vénérable est engagé par serment à le faire exécuter. C'est la centralisation maçonnique précédant la centralisation révolutionnaire et manœuvrant déjà comme un immense mécanisme. Second fait, nous trouvons, dans les loges de Paris, tous les hommes que nous retrouvons 2 ou 3 ans plus tard dans les clubs, les émeutes, les comités, les journaux et les assemblées. C'est la loge des 9 sœurs, où nous voyons Condorcet, Brissot, Garet, Bailly, Camille Desmoulins, Fourcroy, Danton, Chénier, Lamétrie, Chamfort, Rabot, Saint-Étienne. C'est la loge La Candeur, où nous retrouvons Lafayette, les frères Lamette, Laclos, Sillery, le duc d'Aiguillon et le fameux docteur Guillotin. Ce sont encore d'autres loges où nous rencontrons également Fauchet, Seyès, Domgerle, Carat, Chabot, Pellillon, Barnave, Gadet, Mirabeau, Duport, Pastoret, Marat, Robespierre, et avec une quantité considérable de grands seigneurs. Le duc de La Rochefoucauld, le prince de Broglie, le comte de Castellane, le comte d'Aumont, le vicomte de Noailles, le comte de Pralin, le marquis de Montalembert, le vicomte de Damas, le comte de Montmorin. Tous aussi, un peu plus tard, joueront le rôle le plus en vue au début du drame révolutionnaire. Troisième fait, toutes ces loges, à Paris et dans toute la France, ont été illuminisées
par l'intermédiaire de la loge Les Amis Réunis, installée rue de la Sourdière et présidée par sa valette de l'Ange. Ce Savalette de l'Ange est garde du trésor royal de Louis XVI, mais se révélera ensuite, lorsque le moment sera venu, subitement terroriste. Toutes ces loges avaient donc bien pour mot d'ordre l'une des prescriptions maîtresses du code illuministe. Le frère illuministe pourra avoir l'air de remplir quelques fonctions publiques en faveur de ces mêmes puissances dont la destruction est son unique objet. Quatrième fait, et qui est peut-être le plus saisissant, une modification capitale est introduite à cette époque dans le recrutement maçonnique. Les loges jusqu'à là ne s'affiliaient que des hommes d'un certain rang, des nobles, des artistes, des écrivains, des négociants, des bourgeois ou même des petits bourgeois, mais ne descendaient jamais plus bas. Tout à coup, en 1787, elles s'affilent des crocheteurs, des portefaix, des rôdeurs, des flotteurs de bois, des tapes dures et toutes sortes de brigands de rue ou de grands chemins, d'assassins et de malfaiteurs de profession. Subtilement aussi, on reçoit en masse, par ordre du grand maître le duc d'Orléans, une multitude de gardes françaises et leurs officiers, francs-maçons de longue date, quittent eux-mêmes alors les loges pour ne pas s'y rencontrer sur le pied de l'égalité avec leurs subordonnés. Ainsi, la franc-maçonnerie au dernier degré de l'extension, de la puissance et de la centralisation, les loges de Paris réunissant les hommes qui seront tous également ceux de la Révolution, ces loges ralliées à l'illuminisme qui poursuit, par la conjuration, le retour à l'état sauvage et à la destruction des nationalités, enfin, les bandits et les assassins de métier tout à coup recrutés comme frères, de même qu'un grand nombre de soldats, voilà exactement où nous en sommes, au moment où vont se succéder tableaux, machines et un opéra, l'apparition du club des Jacobins, la prise de la Bastille, les incendies des châteaux, les paniques de la province, les journées d'octobre, le 20 juin, le 10 août, les massacres de septembre, puis l'emprisonnement du roi, sa condamnation et sa mort.